Somos as primeiras catedrais da era industrial. As nossas nervuras são de ferro enegrecido pela fuligem. Em nós ecoou o som ensurdecedor das locomotivas a vapor. Somos os últimos ecos da idade da mecânica e da antiga fé no progresso. E estas são as nossas histórias. A Alvorada. A França quase dormia durante o nascimento dos caminhos de ferro. No início do século XIX, os parisienses ainda viajavam de diligência. Passar-se-ia mais meio século antes da capital francesa reconhecer a nossa relevância. Sou a mais jovem das 6 grandes estações de Paris. Mesmo assim tive a minha cota de aventuras. Fui construída e depois quase ardi até aos alicerces, para finalmente emergir das cinzas como uma fênix. A minha patine centenária fez de mim uma das estações mais impressionantes da Europa. Originalmente tinha apenas 5 plataformas. A minha entrada principal estava voltada para uma rua lateral. Mas mesmo em 1880, passavam por mim todos os anos 1.600.000 passageiros. Passados 16 anos, esse número tinha duplicado. Eu atraía um público maioritariamente rural e católico, até que fui convertida numa estação digna de reis e príncipes. Tornei-me o orgulho da PLM, a empresa que geria os comboios que ligavam Paris a Lyon e à costa do Mediterrâneo. Nos 80 anos da sua existência, a PLM transformou-se na maior e mais rica empresa ferroviária privada de França. Os meus salões, revestidos de bronze, assistiram à partida de comboios de luxo, como o Train Bleu, que transportava famílias inglesas abastadas de Calais para as praias soalheiras da Riviera Francesa. Quadros esplêndidos de grandes artistas da época captaram os destinos de férias da moda para onde conduzia os meus viajantes. São enormes postais de fin de siècle. A PLM sabia como fazer as coisas. Até a minha humilde figura foi captada em quadros a óleo, juntamente com a insígnia da PLM e de Sarah Bernard. A lendária atriz francesa era uma visitante regular. O que antes era uma espécie de salão da fama para acionistas da PLM tornou-se o Buffet de la Gare em 1901. Parece ordinário, mas longe disso. O novo nome não era apenas uma homenagem a boa comida e bebida. Hoje, o lugar de destaque vai para Jean-Pierre Rocky, chefe principal do Train Bleu. Tous les matins quand j'arrive, quand je vois
La beauté des lieux, c'est quand même magnifique. C'est un endroit qui est magique, hein, où il y a tant d'histoires avant moi et il y en aura, j'espère, encore après moi. Ici, au Train Bleu, la particularité, c'est que les gens viennent rechercher une tradition. Les grands-parents amènent leurs enfants, qui amènent leurs petits-enfants. On le voit tous les dimanches. On a des familles qui font découvrir à leurs petits-enfants le Train Bleu. Il est clair que ce qui ressort des clients qui viennent ici, c'est le côté magique des lieux où les gens s'attendent à voir une femme en robe du début du siècle monter dans un train à vapeur, etc. C'est toujours effectivement cette impression de temps passé, d'avant et côté très romantique de la chose. Écoutez, dans l'art de cuisinier, roi ou prince, je ne sais pas, je crois que ce qui compte, c'est d'avoir beaucoup d'humilité. L'époque où les chefs savaient tout, connaissaient tout, où rien n'était discutable et révolu. C'est un acte d'amour, que ce soit à sa famille, bien évidemment, à ses amis, à ses proches, mais ici, à nos clients, leur apporter, faire à manger, faire quelque chose, il n'y a rien de plus gratifiant. Très bien. Il y a les médecins, bon, ils vont les soigner, leur apporter la santé. On leur apporte un petit moment de bonheur de 2-3 heures. Et c'est ce qui nous fait avancer, quoi, quelquefois. Une gare, c'est un lieu qui est chargé d'émotions. Une gare, il y a des retrouvailles, il y a des gens qui se séparent. Tout ça, tous les jours, ça vit. O meu antigo buffet da estação presta homenagem aos comboios de luxo de antigamente de uma forma original. Com o cocktail Train Bleu, é garantido que a mistura frutada terá levado muitos viajantes fatigados a perderem noção do tempo. A sua cor lembra o expresso noturno e uma aposta famosa ou infame numa altura em que os carros ainda disputavam supremacia com os comboios. Cannes, 1930. A era dourada de famosas corridas de estrada. Um grupo de jovens encontra-se no bar do Hotel Carlton para conversar sobre os seus mais recentes brinquedos, carros, aviões e os comboios mais rápidos do mundo. Entre eles destaca-se Wolf Barnato, co-proprietário da Bentley e 3 vezes vencedor das 24 horas de Le Mans. Os amigos fizeram uma aposta espetacular. O Bentley Speed 6 de Barnato tinha que correr contra o Expresso Train Bleu no caminho de Cannes a Calais, Inglaterra contra a França.
Depois de cerca de 21 horas e 30 minutos na estrada, Parnato estacionou o Bentley 4 minutos antes do comboio entrar na estação de Calais. Tinha ganhado a aposta e o Império tinha encontrado outro herói. Sou agora considerada uma referência de Paris por direito próprio. Algumas pessoas acham que pareço mais um velho e aborrecido museu. Outras adoram-me como recordação visual da era dourada das viagens a vapor. Nós, estações de Paris, crescemos todas parecidas com os nossos donos. Cada companhia ferroviária tinha o seu ethos e estilo próprios. A empresa que servia o norte de França era bastante snob, uma vez que transportava ingleses abastados. A sua homóloga oriental adquiriu um porte bastante militar durante a Primeira Guerra Mundial. A empresa que servia o oeste de França tinha a pior das reputações, assolada que era pelos problemas financeiros e comboios que circulavam com atraso. Mas eu era rica e bonita. Todas tínhamos uma coisa em comum, contudo: o constante sibilar, o fumo e o barulho dos nossos cavalos de ferro. Não muito longe de Paris, em Longueville, os meus fiáveis companheiros de ferro de estações, minhas colegas. A Gare de l'Est, a Gare du Nord, desafiam a passagem do tempo. Aqui, os curadores da história dos caminhos de ferro dedicam o seu carinho às relíquias do meu passado. Como o primeiro comboio francês de passageiros, inaugurado em 1837. Viajava da estação de Saint-Lazare, em Paris, até ao subúrbio de Saint-Germain-en-Laye, numa distância de cerca de 20 quilómetros. Ele passou anos a voar sobre as nuvens. Mas ainda criança sonhava com o fumo largado pelos comboios a vapor. E só quando se reformou é que o sonho de infância de Bernard Neveu se tornou realidade. C'est ma passion, ce sont les vieux chemins de fer à vapeur que j'ai connus quand j'étais plus jeune, bien entendu, et ces grands trains qui partaient des gares parisiennes, ça m'a toujours fasciné, voilà. J'habitais tout à côté d'un dépôt de chemin de fer dans Paris, et quand j'entrais de l'école, bon, je voyais toutes ces machines à vapeur qui étaient quand même assez fascinantes pour quelqu'un de jeune, ces machines qui étaient astiquées, qui fumaient, qui crachaient de la vapeur. Bon, alors, pendant un certain temps, effectivement, je me suis donc intéressé aux locomotives à vapeur en premier, et plus tard, je me suis également intéressé aux wagons, et notamment tous ces vieux wagons qui datent des années 20, des années 30, avec tous leurs intérieurs en bois verni, ce style art déco.
Ces wagons tels que wagon-restaurant, wagon-pullman ou wagon-lit étaient effectivement réservés à une élite. Donc effectivement, ces beaux wagons avec du bois, vous aviez un service qui était associé avec de la porcelaine, des verres en cristal, de l'argenterie, était quand même quelque chose d'exceptionnel qui pouvait être comparé à ce qui se faisait sur les grands paquebots ou voire même dans certaines compagnies aériennes en première classe. J'ai eu l'occasion de prendre, quand j'étais petit, une fois, de manger dans un wagon-restaurant avec ma mère, je me souviens, entre Marseille et Nice. Très éloigné, je me souviens des petits pots, c'était un petit déjeuner, je me souviens, il y a des petits pots de confiture, des petits détails qui peuvent amuser un enfant, mais tout ça reste vraiment très flou, et ce sont des souvenirs qui sont revenus quand je me suis occupé en fait de restaurer ces voitures. Donc c'était quand même un art de voyager qui a été évidemment détrôné par l'aviation, puisque l'aviation, à partir des années 60-70, a scellé le sort de ces grands trains. As nobres carruagens não protegiam apenas os seus passageiros dos elementos. Também eram elegantes locais de crime. Agatha Christie levou o mais grave dos crimes ao Train Bleu no seu livro de 1928, O Mistério do Comboio Azul, alguns anos antes do lendário Crime no Expresso Oriente. Devo admitir que tenho um lado mais negro. As coisas nem sempre foram fáceis nos 160 anos em que estou aberta. Há cerca de 30 anos, fui o palco de um terrível acidente ferroviário que custou a vida a muitas pessoas. A minha estação irmã, a Gare Montparnasse, também teve uma famosa desventura. No dia 22 de outubro de 1895, um dos seus comboios não parou no fim da linha. Galgou os amortecedores, atravessou a zona de chegadas e saiu pela parede exterior. A única vítima mortal foi Marie-Augustine Aguilar. Tinha substituído o marido que fora buscar os jornais da tarde para a banca que possuía na rua, por baixo da estação. Na estação de Montparnasse, uma lenda passou o resto da sua vida sem que disso se apercebessem os passageiros que por ele passavam apressados.
escondido por filas de brinquedos de lata baratos e de doces, sonhando com os dias em que os seus filmes o transportavam para intermináveis mundos de aventuras. Era Georges Méliès, o grande contador de histórias dos primeiros dias do cinema. A sua paixão pelos filmes destaca-se em contos de fadas como Cinderela e adaptações literárias como Robinson Crusoe e As Viagens de Gulliver. Levou mesmo a sua câmara para o teto de um comboio que atravessava Paris. Em 1898, como primeiro cineasta documental. Marie-Hélène e Laurence Lérissé, seus descendentes, são os curadores do seu património. L'importance des trains, elle vient sûrement du fait que quand Méliès est né, il est né en 1861, on venait d'inventer la photographie. Derrière, il y a eu l'invention des voitures, de l'aviation et bien sûr de la locomotive. Et il s'est servi de toutes ces inventions nouvelles, et qu'il montre comme une chose moderne, contemporaine. Et ça, c'est très touchant, ça. Ou alors, quand j'ai découvert, on a découvert des films, au fur et à mesure qu'on les retrouvait, et d'un seul coup, je voyais mon grand-père petit. Et ça, c'est incroyable parce qu'il y a très peu de gens aujourd'hui qui peuvent avoir leurs arrière-grands-parents, Georges Méliès, sur l'écran, et leurs grands-parents. C'est-à-dire que mon grand-père. Donc c'est très amusant parce que souvent on a le... Et moi je les vois faire des galipettes, des choses incroyables sur l'écran. Et ça c'est touchant, ça me touche. Voilà. Pour moi, impossible d'imaginer qui il a pu être vraiment. Je n'arrive pas à avoir d'idée précise sur ce point. Ce qui me touche le plus, c'est la poésie. La magnifique poésie qui sort de tous ces films. Le film Le Voyage dans la Lune est très connu parce qu'il est le premier film de science-fiction du monde. Et à cette époque, on parlait beaucoup de grands voyages. Voyage autour du monde, voyage sur la Lune, tout ça, c'est dans le même esprit. On commençait à voyager loin, puisqu'avant, on ne voyageait pas très loin, en fait. Il a commencé à avoir des grands explorateurs, un peu systématiquement, etc. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que lui-même, Georges Méliès, n'a pratiquement pas voyagé. Ce film s'appelle Le Voyage à travers l'impossible. Effectivement, c'est assez impossible d'aller dans le soleil. Et effectivement, dans le film, c'est un train qui rentre dans la bouche du soleil. C'est le délire. On se dit, bon, éventuellement, la Lune, peut-être qu'un jour, on l'atteindra, mais le Soleil, enfin, tout le monde sait bien que c'est impossible de se poser sur le Soleil. Et qu'est-ce qu'il fait? Il emmène de la paille, il emmène une glacière, histoire d'avoir un peu moins chaud. Les surréalistes des années 20-30 disaient que c'est lui qui avait inventé le surréalisme au cinéma.
meu corpete de rebites e ferro foi construído na era industrial. Foi uma época de descobertas e de invenções, de edifícios espetaculares e de arte de elevado nível. O ferro namorou com o bronze na mestria da Belle Époque. Foi a época das exposições universais. A grande nação assistiu a um dos seus maiores feitos de engenharia arquitetónica em 1889, a Torre Eiffel. O gigantesco puzzle com 18.000 peças devia ser desmontado no final da exposição. Era impopular junto dos parisienses e muito criticado por intelectuais e artistas. Os seus compatriotas atribuíam-lhe epítetos pouco lisonjeiros: a trágica lanterna de rua, a gaiola da girafa e até supositório enferrujado. Hoje a nossa Dama de Ferro é o símbolo nacional de França. A Exposição Universal de 1889 também assistiu ao lançamento de uma nova invenção, a lâmpada elétrica. Mas o ilusionista Robert Houdin, de chapéu alto e abas de grilo, tinha utilizado a eletricidade ainda antes disso. Tornou-se o mágico mais conhecido do século XIX. Muitas das suas ilusões assentavam em inteligentes truques mecânicos alimentados por eletricidade. Um deles era a sua famosa laranjeira. Houdin encontrou a magia por acaso em adolescente. Pediu um livro de relojoaria como presente, mas recebeu um livro sobre truques de magia em vez disso. Juntou a aptidão para a mecânica às suas recém-descobertas competências de magia e inventou uma série de novas ilusões, como o relógio mistério. Tinha nascido uma nova escola de magia. Um dos herdeiros de Houdin é François Normag. Ah, pour moi, Robert Houdin, c'est une sorte de père spirituel. Maintenant, quand on a la queue de pie et le costume de Robert Houdin, c'est pour faire comme Robert Houdin. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire. C'était faire en sorte que la magie soit un divertissement de l'homme du monde, mais très habituel. À l'époque de Robert Houdin, je ne suis pas sûr que la magie était plus simple. Est-ce que c'était plus facile d'émerveiller, d'étonner les gens? Peut-être parce qu'on se dit qu'il n'avait pas toutes les connaissances techniques qu'on a maintenant. Je ne crois pas que c'était forcément plus facile. En tout cas, à notre époque, ce dont je suis sûr, plus les choses vont mal, hélas, plus on a besoin de magie. O éter era outra nova descoberta. Houdin usava-o no seu truque da suspensão etérea, precursor da donzela misteriosa que levitava. Dans quelques instants, tu vas être sous le pouvoir de l'éther, des vapeurs de l'éther, et sous le pouvoir de la magie de Robert Houdin. Pouvoir de l'éther et en état de catalepsie. Tu respires. Tu respires bien, tu te concentres et progressivement, tu vas laisser ta tête aller en arrière sous le pouvoir de la magie. Ton corps va
des vapeurs de l'éther. Pour être magicien, bien sûr qu'il faut être enfant. C'est la seule chose, d'ailleurs. Il est nécessaire d'avoir 7 ans pour toute la vie. Voilà. Et de faire en sorte que le public retrouve ces 7 ans. L'enfance, c'est le trésor. Déjà enfant, j'étais pas content du monde et de ce qui était réel. Et je voulais inventer autre chose. C'est pour ça que je suis magicien. Et de l'éther mystérieux. Le monde a pris une autre couleur grâce à la magie. C'est plus que changer. C'est créer un monde. Tu vas détendre et tu vas pouvoir très doucement. Tu vas arrêter son pouvoir. Alors Bastien, tu vas te relever. Tu te relèves. Tu te tournes vers nous. Ça va, Bastien? Bienvenue. Bravo pour ce voyage. Nós, Estações de Paris, nunca estivemos em concorrência direta. Todas tínhamos os nossos deveres, as nossas próprias vidas. Como a minha irmã mais velha, a Gare du Nord. É a segunda estação mais antiga de Paris e a maior. A sua fachada ostenta 8 estátuas de mulheres, simbolizando os seus principais destinos: Bruxelas, Amsterdão, Londres, Viena, Berlim, Varsóvia e Colónia. Tal como eu, em tempos recebeu comboios de luxo como o Golden Arrow ou o Night Ferry, que ligava Londres a Paris. Hoje em dia é a estação mais concorrida da Europa. Por ela passam diariamente cerca de 700 mil passageiros. Atualmente, quase ninguém se lembra que foi criada pela dinastia bancária Rothschild. O antigo Salão da Fama dos velhos dias de glória da estação ainda existe. Um grande salão que celebra os principais acionistas da empresa na grande tradição das empresas ferroviárias de Paris. Onde em tempos a Compagnie des Chemins de Fer du Nord enviava convites para um baile 3 vezes por ano, hóspedes abastados do hotel tomavam depois o seu pequeno almoço. A algumas centenas de quilómetros de Paris, encontramos um mundo esquecido de maravilhas mecânicas, em Nantes, uma cidade francesa perto da costa do Atlântico.
no local de onde há apenas alguns anos ainda partiam navios, atualmente são gigantescas criaturas mecânicas que voltam à vida nas docas secas sem uso. Pierre Orefice é uma das mentes mais criativas por detrás deste reino imaginário, sente-se especialmente fascinado por animais. Passou cerca de 10 anos a construir um bestiário de monstros marinhos saídos de contos de fadas e dos seus gigantescos primos de terra seca, numa espantosa mistura de tecnologia e imaginação ao estilo de Jules Verne, que nasceu perto das docas de Nantes em 1828. C'est une industrie, hein, et la représentation de la vie, c'est le mouvement. Donc cette ambiguïté entre la machine et l'animal, entre la mécanique et le vivant, elle est très intéressante parce que c'est le choc des deux mondes qui, de là, naît l'imaginaire. Voilà pourquoi on représente des animaux. Et l'éléphant, c'est un animal de voyage aussi, c'est un engin, c'est une machine-outil ou une machine de guerre dans certaines civilisations. Si on veut faire rêver les gens et les emmener dans leur propre tête, il faut les faire rêver, et pour les faire rêver, il faut créer un monde imaginaire. Après, ils en feront ce qu'ils en veulent, hein. Il y a des enfants qui voient un éléphant et des adultes qui voient une machine. Peu importe, ce qui compte, c'est qu'ils soient dans leur tête et que ça soit un transfert d'imaginaire entre nous et eux. Esses sonhos de madeira e metal nascem nesta oficina isolada, escondida dos olhares curiosos. São inspirados nos mundos imaginários de Jules Verne, nas plantas mecânicas de Leonardo da Vinci e no orgulhoso passado industrial de Nantes. L'esthétique des machines, elle fait penser un peu au 19e siècle, au siècle de Jules Verne. On travaille qu'avec des matériaux nobles. Les constructeurs, ils travaillent avec du bois, de l'acier, du cuivre, du cuir. C'est des artisans d'art, c'est des artistes. On ne veut pas du tout cacher les mécanismes, donc ça ressemble à des vieilles machines à vapeur. On est plus dans le 21e siècle sur la conception, mais l'apparence, on pense au 19e siècle. Parce qu'au 19e siècle, tout était apparent, mais qu'aujourd'hui, tout est fermé. Quand j'étais enfant, quand on cassait un jouet, il y avait des ressorts, il y avait des roues, il y avait des rubis à l'intérieur, il y avait des roulements. Ça faisait rêver. Aujourd'hui, on ouvre et il y a une puce avec une pile. Ça fait plus rêver. Pourquoi un éléphant se promène dans une ville? Pourquoi un manège à 3 étages au cœur de la ville? Elle est plus sympathique, et ce grand chapiteau rouge du carrousel où cet éléphant qui se balade, bah, c'est quelque chose de fou. Et tout de suite, la ville est plus sympathique pour les enfants. Et les adultes, très vite, ils demandent à retourner en enfance.
Apresento-vos o Museu d'Orsay. Noutros tempos conhecido como Grande Gare d'Orsay. É a minha irmã perdida. Foi construída para a Exposição Universal de 1900 como principal estação de Paris. Era a sétima das irmãs e a mais bela de todas nós. Teve uma vida curta, quase esquecida no caos da Segunda Guerra Mundial. Hoje alberga um salão cheio de memórias e uma coleção de arte que abrange a era em que todas fomos construídas. A quinta Exposição Universal de França espantou o mundo com maravilhas como o Palais de l'Électricité. À noite, 5.700 lâmpadas no exterior do edifício iluminavam as correntes de água que jorravam das fontes. Outra grande atração era o tapete rolante. Os visitantes podiam circular em volta de toda a arena numa passadeira rolante de madeira. Todas nós, estações, fomos alvo de uma boa limpeza para a exposição. Eu já tinha 13 plataformas e fui submetida a uma esplêndida renovação à Belle Époque, incluindo a torre do relógio. Os parisienses chamam-lhe Big Ben, como o seu homólogo inglês. O que não admira, porque se destinava a receber inúmeros visitantes ingleses à chegada a Paris. Com 67 metros de altura, é um dos meus traços mais visíveis. 400 degraus sobem até ao seu coração pulsante, o relógio da estação. O seu espelho monumental, com 140 metros quadrados, é feito de vidro colorido. Naquela época, 250 candeeiros a óleo iluminavam as horas em plena escuridão. Mais tarde, chegou a eletricidade. Perto das minhas linhas férreas, ergueu-se a Câmara Municipal de Paris. Ardeu em 1871. Passado 11 anos, um edifício novo tinha-se erguido das cinzas. Je suis toujours en avance. Il faut dire que l'horloger se doit d'être en avance. C'est la politesse des rois, comme on pouvait dire avant. Uma vez por semana, percorre a Câmara Municipal de Paris para ter a certeza de que o tempo não descarrila. Tal como há 100 anos. Na altura, um exército de relojoeiros municipais como Antoine Walter cuidava dos nossos relógios de estação. Agora restam apenas 4. Hoje tratam dos relógios das escolas da cidade, das piscinas públicas, das igrejas e dos parquímetros. Je dirais pas que le temps domine ma vie, dans le sens où j'essaye de pas l'extrapoler, c'est-à-dire de l'oublier, puisqu'on ne peut pas l'oublier. Mais j'essaye justement que celui-ci ne supplombe pas ma vie. C'est vrai que sinon on pourrait tomber un peu sous son aile, se faire un peu manger par le temps et ne plus conduire sa vie, c'est vrai, dans le sens propre qu'on l'entend. Mais j'essaie d'un certain côté de l'associer à ma vie sans être un peu son esclave.
Alors, ce qui me fascine dans le temps, et c'est toute l'approche qu'ont pu avoir les êtres humains par justement une observation totale des astres, et la traduire en quelque chose qui est mécanique et donc qui n'a rien à voir par rapport au cycle naturel des étoiles et des astres. A biblioteca da Câmara Municipal. Durante a Comuna de Paris, a biblioteca ardeu, o que destruiu os arquivos da cidade. Só as paredes exteriores sobreviveram, juntamente com o espelho do relógio da Câmara Municipal, que pesa 1,5 toneladas. Sobreviveu miraculosamente à queda, a quando do colapso do edifício. Como um presente dos deuses, um magnífico novo relógio foi oferecido à cidade, o Horloge Monumental. Foi o relógio principal da Exposição Universal de 1889. Desde então, tem sido verificado pelo menos uma vez por semana por sucessivas gerações de relojoeiros, até aos dias de hoje. Alors, on pourrait penser que le temps, on a une espèce de pouvoir sur le temps, puisque c'est vrai que tout un chacun a l'heure sur soi, qu'elle soit mécanique ou électronique, hein, puisque aujourd'hui l'électronique a battu, entre guillemets, le mécanique dans sa précision. Mais il faut savoir qu'on est toujours attentif au temps astronomique, et c'est vraiment lui qui va, on va dire, donner la note, le La, hein, comme on pourrait dire en musique, et qui va vraiment rythmer le temps que nous avons fabriqué. Et donc cette magie-là, elle est toujours présente, et même si on voulait avoir un contrôle total sur le temps, on ne l'a pas. Il faut vraiment voir l'horloge comme quelque chose de vivant. Et au moment où elle s'arrête, cette horloge-là, elle ne vit plus. Et l'horloger va venir justement insérer des outils, démonter, désosser en fait le mécanisme pour y réparer, changer, remplacer des pièces. Et son intervention s'arrêtera seulement au moment où l'horloge sera restaurée dans son ensemble. Muitos anos se passaram desde que foi construída, mas continua a ser o coração desta cidade. Hoje possuo 23 plataformas a que chamo minhas. 7 entradas principais dão para o Boulevard Diderot. Diariamente passam mais de 220 mil pessoas pelas minhas portas. Sou uma das 13 estações mais movimentadas de Paris. Foi restaurada, renovada e modernizada.
No mundo de hoje, tudo é muito apressado. Comboios, horários e até pessoas. Mas se pararem um instante nos meus degraus de mármore, ainda a conseguem sentir. A era dourada dos comboios. Quando viajar ainda era uma aventura.